Alors bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être là parmi vous, un peu ému, un peu anxieux peut-être, mais ça va passer, et surtout très heureux de voir de nombreux jeunes hommes dans la salle, parce que Donald Trump et nous, eh bien ça parle de nous, les hommes, et du lien que nos parents, et particulièrement notre père, nos pères, ont tissé avec nous ou pas. Et on verra que ça a certainement déterminé également nos vies comme ça a déterminé celle de Donald Trump. Je m'appelle donc Marc-André Coton. Je remercie sincèrement LDMT de me recevoir. C'est un plaisir de partager avec vous le fruit de ces recherches. Comme vous le savez certainement, j'anime avec Sylvie Vermeulen le site internet Regard Conscient. Et nous avons un projet depuis une quinzaine d'années qui est de partager, de mettre à jour, de partager un petit peu l'impact de ce qu'on a vécu dans l'enfance sur nos vies d'adultes. Et on fait ce travail depuis une quinzaine d'années. Tout d'abord pour nous-mêmes, puisque nous avons poursuivi un travail d'introspection, de travail sur soi, de co-écoute, si je pourrais dire, et j'aurai l'occasion de l'aborder dans mon atelier cet après-midi, mais aussi pour la société dans son ensemble, puisque nous sommes convaincus que nous sommes conditionnés par notre éducation et que les comportements collectifs sont les miroirs de ces conditionnements. Aujourd'hui, en regardant, en analysant, en cherchant ce que nous montrent ces événements collectifs à travers le président américain, eh bien, nous essayerons de revenir un petit peu vers nous-mêmes, justement. Je suis en effet aussi psycho-historien, donc représentant de l'IPA en Europe, et c'est un organisme qui a été fondé en 1977 par Lloyd de Mouse, basé à New York, et donc c'est aussi à ce titre que je vous parle aujourd'hui. Dans cet exposé, vous pourrez découvrir l'approche particulière de la psychohistoire, une discipline qui prend à la fois la rigueur des sciences humaines et ce que j'appellerais simplement le travail sur soi. Donc des personnes qui essaient de combiner leur discipline avec un travail d'introspection qui, bien entendu, va leur donner un regard différent sur cette discipline. Donc cela m'amène au thème du jour, hein, Donald Trump. Nous allons tenter de comprendre sa problématique. Nous nous intéresserons à son histoire, à celle de sa famille et bien entendu à son enfance. Et je pense que c'est un sujet en or, si je peux dire, parce qu'il nous interpelle par ses provocations incendiaires, sa réactivité, son instabilité émotionnelle, son appétit pour le pouvoir, pour l'argent. C'est quelque chose qui, je pense, nous concerne tous et que nous avons là presque quotidiennement sous nos yeux. Comment peut-on être Donald Trump? Jusqu'où tout cela peut-il aller? Et cela inquiète. Récemment, 27 psychiatres américains ont estimé qu'ils avaient un devoir de mise en garde et ont posé la question de sa dangerosité. Ils estiment que la personnalité du président est incompatible avec ses fonctions et représente un défi pour la démocratie. Mais voilà, Donald Trump a été élu, même mal élu. Il est porté, non pas par le hasard, mais par une vague populaire qui est enracinée dans l'histoire du pays, même si nous ne la comprenons pas, vu de notre continent. C'est le président de cette Amérique blanche, souvent religieuse, qui a fait les frais de la crise économique et s'est senti profondément trahi par la classe dirigeante. C'est peut-être le porte-parole des sans-voix qui ne savent plus comment faire entendre leur frustration et se tournent vers un personnage qui a cette caractéristique d'extérioriser sa colère, voire sa rage, et souvent sans retenue. Ce que ses supporters, d'une certaine façon, ne peuvent pas faire. D'accord ? Donc c'est un porte-parole. Peut-être que cet homme providentiel va s'occuper de nos problèmes, nous rendre une dignité que nous avons perdue. D'où certainement son slogan de campagne, peut-être va-t-il rendre sa grandeur à l'Amérique. Le côté tragique de l'histoire, c'est que Trump gère sa propre vulnérabilité avec cette violence qu'il met en scène, qu'il revendique. Il maintient à distance une mémoire traumatique par ce qu'on nomme un ensemble de conduites
dissociante. On fera quelques références à ses conduites tout à l'heure. Humilié, pour ne pas revivre l'humiliation qu'il a subie, et cela de manière compulsive. Donc pour comprendre la personnalité de Trump et de ses supporters, il nous faut remonter à l'enfance et à la violence de son éducation. Et à la manière dont il s'est adapté à cette violence, à la problématique de sa famille, aux traumatismes qui ont marqué ses jeunes années, du moins à notre connaissance, bien entendu, voire remonter plus loin à ses aïeux, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, qui ont quitté l'Europe pour des raisons particulières et transmis leurs souffrances à leurs enfants. Ils ont passé la patate brûlante, si je peux dire. En bref, il nous faut faire de la psychohistoire. Nous commencerons par un regard sur les besoins naturels du tout-petit et sur ce qu'on considère, je pense à tort, comme une enfance privilégiée. Au mieux de ce que nous savons, à quels besoins essentiels, naturels, ses parents n'ont-ils pas répondu? Et quel conflit intérieur est-ce que cela a occasionné chez le jeune Donald Trump? Nous nous pencherons ensuite sur la problématique de la famille Trump et sur le rôle qu'endossa leur quatrième fils, Donald John, quatrième enfant plus précisément, qui est donc né d'une fratrie de 5. Nous verrons le rôle central qu'a joué la personnalité tyrannique de son père, un despote auquel Donald s'est très vite identifié. On va se demander pourquoi les enfants Trump ont été tenus à l'écart de leurs origines et pourquoi ce secret leur a pesé. On s'intéressera aux notions de mise en scène, de rejouement, deux concepts qui éclairent, vous allez le voir, certaines dynamiques collectives. Enfin, on va s'attarder sur quelques mises en scène pour illustrer ces mécanismes, des mises en scène que j'ai choisies un peu dans l'histoire de Trump qui, bien entendu, n'épuiseront pas le sujet. Et pour terminer, on posera la question du sens de toute cette histoire, du point de vue, je dirais, de notre conscience collective, s'il y en a un, et je pense qu'il y en a un. Au fond, en quoi l'histoire de Trump nous concerne-t-elle? Cela nous ramènera au travail que chacun d'entre nous peut faire pour se libérer de l'emprise, de schémas de conditionnement nous avons hérité et que nous transmettons le plus souvent, évidemment, inconsciemment, sans réfléchir à nos enfants. Ensuite, je répondrai bien sûr à vos questions. On ne naît pas Trump. Commençons donc par le petit enfant que fut Donald Trump. Né le 14 juin 1946, il doit avoir 3 ou 4 ans sur cette photo publiée par lui-même sur sa page Instagram. Avec ce commentaire, qui aurait cru que cet innocent bambin allait devenir un monstre? Il joue peut-être avec son image, il provoque, mais néanmoins, ces mots font écho à une remarque que fit sa mère bien des années plus tard. Quel genre de fils est-ce que j'ai fabriqué? À l'époque, les frasques mondaines de Donald Trump, qui devait avoir la trentaine ou la quarantaine, faisaient alors la une des tabloïds. On peut sentir, je pense, dans ce regard dubitatif, qu'il s'est très tôt identifié aux projections que sa mère faisait sur lui. Je suis un garçon turbulent. Je n'arrive pas à satisfaire ses exigences. Quelque chose ne va pas chez moi. D'où l'idée de monstruosité. Je suis un monstre. Donald a dû alors se construire en réaction à ces humiliations. Il se vante par exemple d'avoir mis un coup de poing dans l'œil d'un professeur à l'école maternelle. Si on met ce portrait en regard du petit être qui est né d'elle, ici une photographie tirée du livre de Le Boyer, pour une naissance sans violence, le contraste est frappant, je peux dire. A-t-il pu jouir d'une relation intime avec sa mère, développer un sentiment de sécurité autour de cette relation? Certainement pas. Ses amis d'enfance en parlent comme d'une femme stricte, distante, rarement en interaction avec ses enfants. On voyait plus souvent la bonne. Certains pensent que son irritabilité, ses colères, viennent de là, le manque d'une présence maternelle, aimante et bienveillante. En grandissant, Donald a toujours montré une distance face à sa mère. Sur son bureau de New York, par exemple, et même aujourd'hui à Washington, il y a une photo de son père, pas de sa mère. On a donc un enfant qui n'a jamais été écouté dans ses émotions. Un enfant réactif,
vulnérable et qui ne demandait qu'à être aimé. Il n'a pu développer aucune des qualités qui s'épanouissent dans l'intimité d'une mère. La confiance, l'empathie, un certain retour sur soi, une forme d'intériorité, le sens de sa propre valeur, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui encore, s'il commet une erreur, il ne peut se permettre de le reconnaître. Il s'enfonce dans le mensonge. Ce qui a de la valeur, c'est ce qu'il accomplit. Bien que ses réussites ne compensent pas son désespoir, les tours les plus hautes ne compensent pas ce désespoir d'enfant. D'où cette fuite en avant qui caractérise l'homme d'État, qui a caractérisé l'homme d'affaires évidemment. Alors voyons l'univers dans lequel Trump a grandi. Pourquoi parler des Trump comme d'une famille dysfonctionnelle? Toutes les familles sont porteuses d'une problématique correspondant à l'héritage non résolu de leurs ascendants. Elles dysfonctionnent dans la mesure où, sans le reconnaître, les parents chargent les enfants d'un fardeau d'autant plus lourd qu'il est tenu secret. Inconsciemment, les parents distribuent les rôles, comme le montre par exemple l'attribution des prénoms. La première fille, née en 1937, reçoit le prénom de sa mère, Mary Ann. Le premier garçon, celui de son père, un promoteur immobilier très en vue dans le Queens. Ce sera Fred Jr., Freddie. Aux yeux du père, les filles n'ont pas leur place dans ce métier. C'est un homme inflexible, dur à la tâche. Il veut faire de Freddie son successeur, quel qu'en soit le prix. Mais Freddie est un garçon sensible. Ce n'est pas un killer, comme le voudrait son père. Il sera anéanti par les exigences paternelles. Systématiquement dévalorisé par lui, il va mourir d'alcoolisme en 1981, à l'âge de 43 ans. C'est la raison pour laquelle Donald Trump ne boit pas une goutte d'alcool. Elizabeth porte le prénom de sa grand-mère paternelle et Donald John, ceux de ses oncles. Seul Robert fait exception à la règle. En 1948, la famille emménage dans une luxueuse demeure comprenant 23 chambres, 9 salles de bain que le promoteur a construites dans le Queens. Il y a de la place pour leur bonne, leur chauffeur, leurs 2 Cadillacs. Les parents de Trump, Fred et Mary Ann, y imposent la terreur. Si vous prononciez le moindre gros mot dans cette maison, on vous brisait la nuque, raconte un ami de Freddie. Lorsque le père rentre à la maison, la mère lui rapporte les moindres gestes de ses enfants et il décide des mesures disciplinaires à appliquer. Selon la gravité de la faute, les coupables sont privés de sortie pendant quelques jours ou fessés rituellement avec un instrument de bois. Les enfants doivent éteindre la moindre ampoule, finir chaque bouchée de leur assiette et se souvenir qu'il y a dans le monde des gens qui meurent de faim, des enfants qui n'ont pas leur chance. Lorsqu'ils visitent un chantier, Fred Trump ramasse les clous inutilisés et les retourne à ses charpentiers. Ses enfants doivent faire de même. Ses petits-enfants feront de même. Nous verrons que ces exigences s'enracinent dans le passé occulté des 2 parents. Dans ce contexte d'insécurité émotionnelle, les enfants deviennent hyperactifs et rivalisent pour obtenir l'attention parentale. Ils sont extrêmement compétitifs et Donald John les surclasse tous. Témoin des humiliations subies par son frère, il veut être ce killer que son père admire tant. Il veut prendre la place de son aîné méprisé. En résumé, nous avons là une famille dysfonctionnelle dans laquelle les parents imposent leurs lois de manière implacable derrière une façade d'honorabilité. Il n'y a qu'un maître à bord, le père, et toute la famille gravite autour de son unique priorité, la progression de sa fortune immobilière qui, à l'époque, doublait, paraît-il, chaque année. De son côté, la mère s'épuise en mondanité. Elle souffre d'une santé fragile, elle subit l'ablation de son utérus après la naissance de Robert, puis d'autres opérations chirurgicales qui manquent de l'emporter. Ses enfants sont terrifiés à l'idée de la perdre, mais leur père leur dit « Allez à l'école, comme si de rien n'était ». Pas d'émotion, pas de sentiment. Elle profite aussi de ce statut social et joue les grandes dames.
Elle a le goût de la mise en scène, un sens du spectacle dont Donald dit avoir hérité. Même malade, elle organise de grandes fêtes autour d'elle. Et sous les feux des projecteurs, dira sa fille aînée, Marianne, tous les regards convergent vers elle. Et les enfants alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin d'attention. On voit bien là les stratégies compensatoires que les parents Trump ont adoptées pour fuir un désespoir hérité de leur enfance. Richesse, prestige, la gloire peut-être. Ils ont imposé ce modèle à leurs enfants, et l'un d'entre eux, Donald John, en est une caricature. Voyons maintenant comment ce fils rebelle s'est identifié à son père. Donald Trump a dû donc rivaliser avec ses frères pour obtenir les faveurs du père et lui succéder en affaires. Ça n'était pas gagné. L'aîné était très vif d'esprit, mais les humiliations paternelles l'ont rendu vulnérable et tout ce qu'il entreprenait lui valait mépris en retour. Lui aussi a essayé. Le troisième frère marchait dans l'ombre de Donald et finissait toujours par faire comme lui. Donald, au contraire, tenait tête au père. Une attitude que ce dernier valorisait. Il fallait qu'il soit un killer dans tout ce qu'il entreprendrait. J'avais toujours un argument à lui opposer, et il respectait cela, peut-on lire dans une autobiographie. Notre relation était quasi professionnelle. Mais le journaliste qui a coécrit le livre rapporte une autre version. Pour survivre face à ce père intransigeant, Donald n'avait d'autre choix que dominer ou se soumettre, avec le triste exemple de son frère aîné. C'était tuer ou être tué. Et ce schéma de comportement, inscrit dès son plus jeune âge au contact de la violence paternelle, n'a guère évolué depuis. Sa vie est un combat sans cesse renouvelé. Les psychanalystes appellent ce phénomène le mécanisme d'identification à l'agresseur. Pour survivre psychologiquement, la victime reproduit sur autrui le comportement de son agresseur et devient par la suite dépendant de ce mode relationnel. N'oublions pas que l'enfant n'a pas d'autre référent que ce père. Il n'a pas d'autre modèle de comportement. Le tout jeune Trump était d'ailleurs un bagarreur. Il lançait des pierres aux voisins, agressait ses camarades de classe. Au baseball, c'était un frappeur redouté qui ne supportait pas de perdre. Et son père ne faisait aucun lien avec son propre comportement. Pour dompter ce fils rebelle, Fred Trump l'envoie à 13 ans à la Military Academy de New York, l'internat le plus strict de la région. Une vie de caserne, une discipline de fer. Les pensionnaires, tous des garçons, étaient réveillés dès l'aube au son du clairon. Ils partageaient un dortoir, un réfectoire, des douches communes, loin du confort que connaissait Donald dans sa maison. Toute une série d'infractions leur valait une punition, un uniforme taché, des chaussures mal cirées, un lit mal fait et même une démarche inconvenante. Il fallait les briser pour en faire des hommes d'excellence, comme l'indiquait la devise de l'école. Donald y trouva un nouveau maître, un instructeur nommé Dobie. C'était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui avait vu le corps de Mussolini pendre au bout d'une corde. Dobie ne tolérait pas le moindre sarcasme, frappait les cadets désobéissants et forçait les récalcitrants à se battre entre eux sur un ring de boxe. On comprend que Trump soit devenu un fan de ce sport et même de catch. C'était un sacré connard, dira Donald Trump. Il vous tabassait littéralement. Vous deviez apprendre à survivre. Et c'est bien sûr ce que Trump a fait. Suivant le mécanisme d'identification à l'agresseur, il participe au bizutage des cadets, qui étaient insultés, roués de coups dès leur arrivée. Un jour, il ordonne qu'on frappe l'un de ses cadets sur le postérieur avec un bâton pour avoir rompu les rangs. Une autre fois, il manque de passer un cadet par la fenêtre lors d'une inspection des dortoirs. À la suite d'une plainte, Trump sera réaffecté. Si l'on résume l'évolution de cette identification au père, nous avons donc d'abord la violence du mépris pour l'enfant. Le jeune Donald a senti chez son père une menace pour son intégrité. Cet homme a anéanti son frère sous ses yeux. Derrière cette phrase qu'il a prononcée après la mort de Freddie en 1981, on devine l'image terrifiante du père. L'homme est l'animal le plus vicieux et la vie une suite de batailles qui finissent par une victoire ou une défaite. Ne laissez personne faire de vous un pigeon.
référence au frère, référence au père probablement. Ce sera donc tué pour ne pas être tué, non pas au pied de la lettre, mais comme un schéma récurrent dans sa relation aux autres. Le fait que Donald ait survécu à la Military Academy montre encore la fourberie de son père, qui était un adepte de ce qu'on appelle la pédagogie noire, vous l'avez compris. Là-bas, Donald a renforcé son schéma de survie, ce fut l'épreuve du feu. Et le prétexte pour lequel son père l'y envoya est assez anodin. Les samedis, le jeune adolescent, 12-13 ans, avait pris l'habitude de se rendre secrètement à Manhattan avec son meilleur ami. Dans leur quartier huppé du Queens, ils prenaient le métro, passaient un moment sur Times Square, puis revenaient avec des souvenirs. C'était leur terrain d'aventure, si vous voulez. Lorsque le père découvrit qu'ils avaient acheté des couteaux, il prit peur et l'inscrivit dès la rentrée à la Military Academy. Donald ne lui fera jamais le reproche. Au contraire, il va désormais témoigner à son père une indéfectible loyauté et refouler compulsivement ses souffrances par le mécanisme de la dissociation. C'est ce Trump-là que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Mais voyons comment certains comportements se sont transmis de père en fils sur 3 générations au moins. On sait aujourd'hui que Donald Trump a des origines germaniques par son père, mais il ne l'a appris que tardivement. Je parlais d'un secret bien gardé. Au siècle dernier, l'Allemagne, c'était l'ennemi, et les immigrés allemands étaient considérés avec suspicion. Fred Trump a donc menti sur ses origines et prétendu qu'il était suédois. C'est toute une part de leur histoire dont les enfants Trump n'ont pas été enseignés. Frederick Trump, le grand-père de Donald, ici en médaillon, à l'âge de 18 ans, est né à Kallstadt, un petit village viticole du Palatinat, au bord du Rhin. Au XVIIIe siècle, la région avait été saccagée par les guerres et le hameau de Kallstadt réduit en cendres au moins 5 fois, ses habitants massacrés, ses paysages dévastés. Le jeune Frederick Trump, leur nom de famille de l'époque, quitte sa terre natale à 16 ans, parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Son père est mort, le vignoble familial est trop exigu. Et on verra que cette obsession pour la terre va marquer aussi la famille du côté maternel. Frédéric débarque à New York en 1885, seul, et il dit s'appeler Trump. Trump, c'est pas tellement de différence, mais Trump, c'est la carte d'atout en allemand. Donc il arrive aux États-Unis avec déjà ce désir d'être une carte maîtresse pour sa famille. À l'époque, un immigré allemand, découvrant l'île de Manhattan, déclara « Ça y est, nous sommes en Amérique. Maintenant, je peux marcher dans les rues et ramasser de l'or. » C'est ce qu'a dû penser Trump, car il ne met pas longtemps à rejoindre Seattle, dans l'État de Washington, où l'on a trouvé de l'or, justement, une ruée vers l'or, à laquelle il va participer. Il partira vers l'Alaska, puis vers le Klondike, au Canada. Mais plutôt que de creuser lui-même, comme beaucoup de malheureux, il ouvre un restaurant, puis un deuxième, et nourrit une armée d'aventuriers qui piochent nuit et jour dans l'espoir de s'enrichir. On raconte qu'il leur servait la viande des mules mortes d'épuisement sur le chemin du Klondike. La biographe Glenda Blair a cette formule parlante « He was mining the miners ». Les mineurs étaient sa mine d'or, si vous voulez. Et il s'enrichit au point d'envoyer, lui aussi, quelques pépites à sa famille restée en Allemagne, comme preuve, en quelque sorte, de sa réussite. Mais il offre également d'autres services à ses clients. À l'arrière de son restaurant, l'Arctique, il y a de petites chambres séparées par des tentures, où ces hommes esselés retrouvent des prostituées. Un certain rapport aux femmes, déjà. Ce qui a enrichi le grand-père, c'est donc un modèle économique fondé sur la spéculation et l'exploitation de la misère des hommes, sur la valorisation monétaire de leurs fantasmes, de leurs rêves, de leurs espoirs en quelque sorte. Et l'on retrouve cette stratégie chez Donald Trump, qui vend des appartements hors de prix, en disant à ses commerciaux « Vous leur vendez du rêve ». Du côté paternel, nous avons donc des origines allemandes, une terre qui ne peut pas nourrir ses fils, de très nombreux immigrants proviennent du Palatinat,
au XIXe siècle. Et l'idée de Frederick Trump est d'ailleurs de retourner s'installer à Kallstadt, où il épouse une villageoise en 1902. Il rentre avec une bonne fortune qu'il pense investir dans la région. Mais il est déporté. Ce mot restera dans les mémoires. Il est déporté par le Haut Commissariat royal qui le dépouille de sa citoyenneté allemande parce qu'il n'a pas fait son service militaire. À 16 ans, on l'a suspecté au fond d'avoir fui pour cette raison-là. Frédéric se justifie, supplie, excuse. Il écrit même une lettre qu'on a pu retrouver, mais rien n'y fait. Il doit retourner aux États-Unis et s'y établir définitivement en 1905. C'est une humiliation qui va nourrir le désir inconscient d'une revanche familiale. Je ne pense pas que Donald ait été informé que très tardivement de cette situation. Mais la revanche est là. Non pas seulement chez le grand-père, puisqu'il s'établit comme barbier relativement modestement, il meurt de la grippe espagnole en 1918, mais chez son fils, Fred, qui est né à leur retour, puis chez Donald Trump. Un siècle plus tard, le nom de Trump sera publiquement associé à la richesse et à la réussite. Une sorte de dédommagement pour les souffrances non résolues de la famille, qui légitime d'exploiter la crédulité de leurs contemporains. Et les Trump érigent ce modèle économique en véritable pompe à finance, spéculation immobilière, abus de biens sociaux, économie de casino. On va le voir. Plus largement, c'est une illustration magistrale, me semble-t-il, de la manière dont les enfants s'identifient à la problématique non résolue de leurs parents, bien entendu inconsciemment. Mais voyons ce qu'il en est de la lignée maternelle. En janvier 1936, à l'âge de 31 ans, Fred Trump épouse Mary Ann MacLeod, de 6 ans, sa cadette. Fred est déjà à la tête d'une société qu'il vient de fonder avec sa mère. C'est un entrepreneur ambitieux. Mary Ann, la future mère de Donald Trump, est une jeune immigrante d'origine écossaise qu'il rencontre lors d'une soirée. Elle débarque à New York en février 1930. Elle a 18 ans. Elle travaille comme domestique. Vous avez là la signature de son passage donc à Ellis Island. C'est la dernière née d'une famille de 10 enfants, établie depuis des générations sur l'île de Lewis. Alors, est-ce que quelqu'un connaît l'île de Lewis? Je ne savais même pas, en tant que géographe, où se situait l'île de Lewis. Elle est tout au nord de l'Écosse et elle est plus proche de l'Islande que de Londres. J'ai vérifié. Plus un arbre n'y pousse depuis que les Vikings ont rasé la forêt pour en faire des dracars. C'était au Xe siècle. Depuis, les gens de Lewis ont survécu de pêche, de petite agriculture jusqu'au début du XXe siècle. Les conditions de vie y étaient misérables. Le moindre tronc flottant, ramené par l'océan, représentait un trésor pour la famille, dont ils se servaient pour soutenir leur toit de chaume. Beaucoup ont émigré au Canada, au milieu du XIXe siècle, puis vers New York après la Première Guerre mondiale. Sur cette image datant de 1920, donc il y a moins d'un siècle, une vieille tricote, tout en portant un sac de tourbe, le seul combustible disponible sur l'île. Remarquez qu'elle est pieds nus. Ce pourrait être la grand-mère de Mary Ann Trump. Les parents étaient des crofters, c'est-à-dire des petits agriculteurs qui cultivaient une maigre terre de location. Son père passaient beaucoup de temps en mer, le reste de leurs revenus provenant soit de la tourbe, soit d'algues dont on faisait de la potasse. Les maisons abritaient hommes et bêtes dans une même pièce, avec des portes si basses qu'il fallait ramper pour en sortir. Et il n'était pas inhabituel que 6 enfants dorment dans un même lit. L'une des causes historiques de cette misère, c'était la structure foncière de l'île. J'allais dire foncièrement inégalitaire. L'île appartenait depuis des siècles à des seigneurs anglais ou écossais, et ses habitants étaient réduits en esclavage par des métayers qui étaient despotiques. Pour la moindre désobéissance, ces derniers leur disaient « je vais vous évincer », et cette menace pesait constamment sur les familles. En cas d'éviction, celles-ci prenaient leur maigre possession sur leur dos, leurs enfants également, et marchaient vers une nouvelle terre. Tout était à reconstruire. La famille maternelle de Mary Ann fut ainsi évincée en 1826. C'est donc bien sûr resté dans les mémoires. En 1844,
L'île fut achetée par un baron de l'opium, James Matheson, qui y fit rapidement construire un château. Il procéda lui aussi à l'éviction de milliers de crofters pour transformer leurs terres en fermes à moutons ou en parcs pour la chasse. À Lewis, on se souvient encore des pleurs des enfants que ces hommes de main forçaient à quitter leur humble demeure. Les habitants étaient si mécontents que plusieurs révoltes éclatèrent jusqu'en 1920. On peut donc se demander avec quelle mémoire traumatique, avec quel passé non résolu, la mère de Donald Trump a débarqué à New York quelques années plus tard. La première chose qui vient à l'esprit, c'est l'empreinte d'une extrême insécurité économique. En épousant Fred Trump en 1936, elle prendrait une revanche sur cette pauvreté et vivrait dans le luxe en dépit de ses racines modestes. Elle était obsédée par l'exhibition de la richesse, aimait se faire conduire en Rolls dans le quartier du Queens. Et c'est une obsession que son fils portera comme une revanche, accumuler toujours plus de richesses. Un autre aspect, c'est le conflit de classe. Pendant des siècles, les gens de Lewis ont été asservis par les seigneurs locaux. Les enfants MacLeod furent mis au travail dès leur plus jeune âge. Et de son village, Mary Ann voyait le château du baron de Matheson. Elle rêvait d'appartenir à cette classe bourgeoise à qui tout était permis. Si nous étions riches, toute cette souffrance serait abolie. D'où cette aspiration maladive à l'ascension sociale qui la caractérise, cette soif de pouvoir qu'incarne son fils Donald et qui permet de tenir le passé familial à distance, même s'il est occulté. Trump n'a visité Lewis qu'une seule fois, parce qu'il voulait construire un golf dans la région et se prévaloir de ses racines écossaises. Les journalistes qui l'accompagnaient ont chronométré le temps qu'il a passé dans la maison où vécut sa mère, 97 secondes. Trump leur a dit « Je me sens vraiment écossais ». Mais il s'est empressé d'ajouter « J'ai maintenant beaucoup d'argent ». On retrouve cette mise à distance. Un troisième élément qui me paraît important, c'est le conflit de terre. L'île de Lewis est la propriété d'un baron de l'opium. La terre est rare, depuis des siècles, et les paysans menacés d'éviction. En épousant un promoteur immobilier, Mary Ann MacLeod passe de l'autre côté du miroir. Son fils Donald, qui rêve de conquérir l'île de Manhattan, incarne ce baron tout-puissant dont le seul nom fait frémir New York. Il construit en hauteur et prétend que ses immeubles sont plus hauts que la réalité. Ainsi, la Trump Tower a 58 étages, mais la suite, habitée par Trump tout en haut, est au 68e étage. Il en va de même pour la Trump World Tower, 70 étages réels et 90 étages prétendus. Donc vous comprenez, il y a des étages qui manquent. Il faut toujours que ces immeubles soient les plus hauts du quartier, ne serait-ce que sur le papier, comme s'ils cherchaient compulsivement une solution au conflit de terre que connurent ses ancêtres. Enfin, Mary Ann Trump souffre d'un terrible handicap relationnel. C'est une mère exigeante, on l'a vu, incapable d'établir un lien affectif avec ses enfants. Sa priorité, c'est la gestion de ses souffrances. Et cela passe par une obsession pour le statut social, le luxe, l'apparence. Donald Trump va refouler cette souffrance de ne pas avoir été accueilli par sa mère en ignorant ses propres besoins émotionnels, en préférant la relation transactionnelle que lui propose son père. Il va devenir le roi des affaires. Voilà, la perspective que je vous propose, c'est donc de voir la personnalité de Trump comme le reflet d'une problématique familiale. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un héritage de souffrances non résolues. Nous avons vu que l'enfant doit s'adapter à la problématique de sa famille. Ses besoins naturels ne sont pas satisfaits. Un rôle lui est assigné. Nous parlerons donc de la gestion d'une mémoire traumatique, familiale, mais aussi personnelle. Donald Trump est à la fois porteur des souffrances de sa mère, de celles de son père, des siennes propres, puisque ses besoins n'ont pas été entendus. Et cela se traduit concrètement par une série de comportements qui manifestent son adaptation à ces souffrances non résolues. Au départ, l'enfant n'est pas identifié à son comportement. Quand Donald lançait des pierres aux voisins, il ne faisait que refléter, que manifester l'animosité de son père pour ces mêmes voisins.
Mais on l'a vu, il s'est identifié à l'agresseur. Au point que leur patronyme, qui évoque une carte maîtresse, sera son ultime fonds de commerce. Les Trump Towers, les Trump Hotels, les Trump Casinos, mais aussi les steaks, les chemises, les eaux minérales, la vodka. Il donne son nom à tout. Le seul nom de Trump évoque désormais la fuite vers la réussite et la promesse fallacieuse de compensation. Concrètement, la problématique familiale se traduit par des mises en scène, c'est-à-dire des représentations utilisant les circonstances de la vie courante pour donner forme à ce passé non résolu. Je rappelle que ce passé n'a pas été conscientisé. Et donc il faut lui donner une forme. C'est le théâtre de la vie qui est utilisé pour cela, comme une médiation dans l'expression de cette mémoire traumatique. Chez les Trump, ces mises en scène relèvent du grandiose, vu la profondeur des souffrances accumulées et la rigueur de leur éducation. La violence éducative subie est mise au service de ce but ultime, dominer et s'enrichir pour fuir ces souffrances, et bien sûr afficher cette réussite. Enfin, nous avons l'idée de rejouement, qui implique une forme de reproduction de la souffrance. Les Trump ont été profondément humiliés, et humiliés à leur tour, sous une forme qui ramène directement à ce qu'ils ont subi. Pendant des années, Donald Trump a animé un reality show très populaire aux États-Unis, The Apprentice, dans lequel les candidats étaient invariablement congédiés par cette fameuse phrase « You're fired », vous êtes viré. Une phrase qui ramène à la menace des pauvres paysans de Louis, qui vivaient constamment dans la peur d'être évincés. Trump est désormais en position de force, c'est lui qui menace, c'est lui qui évince, à la télévision, comme dans ses affaires. Le rejouement implique donc une reproduction de la souffrance sur des cibles émissaires, par exemple les sans-papiers mexicains que Trump veut faire rentrer chez eux, il veut aussi les évincer. Mais aussi les milliers de petits investisseurs ruinés dans ses affaires, et peut-être demain ses électeurs trahis par ses promesses. Au fil des générations, les Trump ont changé de statut, ils se sentent d'autant plus légitimes à rejouer collectivement qu'ils ont été humiliés par le passé et qu'ils ont aujourd'hui ce pouvoir. Et Donald Trump est donc le porte-drapeau de cette problématique. Voyons maintenant quelques aspects des mises en scène dont nous parlions. L'idée, c'est de voir plus concrètement comment se traduit le rôle endossé par Donald Trump dès l'enfance. Il ne s'agit de quelques exemples, il y en aurait certainement des milliers. En premier lieu, vous le savez certainement, Trump est un promoteur immobilier qui suit les traces de son père. Nous avons vu pourquoi. Sa transgression sera de vouloir conquérir Manhattan, où Fred Trump n'a jamais voulu investir. On peut penser à ses premières escapades sur Times Square, qui lui valurent d'être envoyé à la Military Academy. Le voici en 1980, derrière la maquette de la Trump Tower, et le bâtiment achevé 4 ans plus tard sur la 5e avenue, avec une vue imprenable sur Central Park. Mais ce qui oppose le père et le fils, c'est le caractère ultra luxueux de la construction. Fred construisait des immeubles pour la classe moyenne. Donald vise le haut du panier. En visitant la Trump Tower, le père ne comprend pas pourquoi les façades sont tapissées de verre teinté hors de prix. Mets-y 5 ou 6 étages de verre et le reste en briques bon marché. De toute façon, personne ne va regarder en l'air, disait le père. Mais Donald a aussi hérité de la problématique familiale, maternelle, et c'est sans doute cela qu'il manifeste par ce choix. Nous avons vu qu'à Manhattan, on pouvait comprendre l'île comme une représentation symbolique de l'île de Louis, où a grandi sa mère. Une compétition féroce pour la terre, un luxe indécent qui côtoie la misère la plus crasse. Le comportement compulsif de Donald Trump, c'est de construire le plus haut possible, même virtuellement. Cette carte compare le nombre d'étages prétendus des gratte-ciel construits par Trump sur la gauche et le nombre réel indiqué à droite. Tous ont été virtuellement surélevés avec un record pour la Trump World Tower, comme je l'ai dit, qui affiche 90 étages au lieu de 70. Des concurrents ont appelé ça la numérotation créative de Trump et se sont empressés de l'imiter. Mais on peut voir ce comportement comme une mise en scène inconsciente. De manière compulsive,
répétitive, hein, c'est la marque de l'inconscient, Trump cherche une solution au problème de sa lignée maternelle. Rétroactivement, il veut offrir à sa mère l'espace de vie que sa famille n'a pas eu, lui offrir un statut social, une sécurité auquel elle aspire et qui peut-être, rétroactivement, pourrait la rendre plus disponible à lui. On voit donc comment le désespoir de l'enfant s'exprime à travers, aujourd'hui, l'homme d'affaires et l'homme d'État. Voici Trump dans sa suite du 68e étage de la Trump Tower, en réalité le 58e, vous l'avez compris, avec sa troisième femme Melania et leur fils Barron. On y retrouve des indices de cette souffrance, l'accumulation de richesses compensatoires, sa compagne brandie comme un trophée, et cet enfant qu'on devrait croire comblé. Le prénom de Barron renvoie bien sûr à la noblesse et peut-être au baron de Matheson. Remarquez qu'il n'y a que Trump qui sourit, peut-être parce qu'il a désormais le pouvoir du baron de l'opium, qui fit la pluie et le beau temps sur l'île de Louis et dont la mère convoitait le château. Puisqu'il est question du rapport à la mère, voyons comment il se traduit dans son rapport aux femmes. Son parcours de playboy remonte à la Military Academy, où il fut identifié comme un homme à femme, dans l'album de sa promotion. Il a fondé toute sa carrière sur ce que les féministes appellent la culture du viol, la sujétion du corps de la femme à des fins de compensation. Au moins 24 femmes l'ont accusé de comportements sexuels inappropriés ces 30 dernières années, et plusieurs procès sont en cours. Ces remarques dégradantes à l'égard des femmes ont fait le tour des réseaux sociaux, comme ce tweet de campagne disant qu'Hillary Clinton ne pouvait satisfaire l'Amérique puisqu'elle n'avait pas satisfait son mari. Une référence à l'affaire Monica Lewinsky qui valut à Bill Clinton une tentative de destitution. Le second tweet s'adresse à Arianne Huffington, fondatrice du Huffington Post, qualifiée ici de peu attrayante. Je comprends que son mari l'ait quittée pour un homme. Il a pris la bonne décision. Ce qui me paraît important de relever, c'est que Trump parle de femmes insatisfaisantes pour leur partenaire. Cela ramène à l'insatisfaction qu'il a vécue enfant au contact de sa mère et qu'il projette avec colère sur les femmes. Manque de présence, manque de chaleur, d'allaitement, d'accueil inconditionnel. Exigences démesurées qui lui furent imposées au nom d'une bonne éducation. Il est riche et puissant, ce qui lui donne le droit de rejouer ses frustrations à grande échelle. En 1996, alors que son second mariage bat de l'aile, Trump investit dans le concours de beauté Miss Universe. Il favorise les candidates qui ont sa préférence. Les autres sont humiliés publiquement. Une ancienne Miss Californie a dit « Il nous scrutait plus attentivement qu'aucun général n'a jamais inspecté ses troupes ». Un rappel des humiliations vécues à la Military Academy, où c'est ce qu'il a subi. Trump rejoue donc sur ces jeunes femmes les exigences qu'il a subies et les humiliations qui vont avec. Quant aux relations établies avec ses épouses successives, elles sont transactionnelles, c'est-à-dire fondées sur leur capacité à compenser ses frustrations. Trump y met le prix, une bague de mariage valant 3 millions de dollars pour Melania Trump, par exemple. Répétition intéressante, toutes les trois ont travaillé comme mannequins, ont immigré et parlent l'anglais avec un fort accent étranger. Ce qui nous ramène à l'empreinte maternelle, puisque Mary Ann McLeod, qui elle aussi joue les grandes dames, parlait un anglais teinté de gaélique, sa langue maternelle. J'aimerais terminer par un dernier exemple de rejouement, le modèle économique de Donald Trump et son goût pour la spéculation. L'une des choses qui caractérise la personnalité de Trump, c'est son insécurité intérieure. Pour Tony Schwartz, le journaliste qui a écrit la première autobiographie de Trump en 1987, c'est toujours un enfant terrifié. On peut lire ça dans les grands journaux. Derrière cette façade flamboyante, il y a le harcèlement de son père et l'insupportable distance de sa mère qui ne l'a pas accueilli et protégé. La gestion de cette terreur l'occupe entièrement. Il a peur d'être faible, déficient, critiqué et finalement rejeté.
Il a passé sa vie à tenir cette souffrance à distance en prétendant être un gagnant, voire un killer. Il a construit un mythe autour de cette nécessité, et c'est ce mythe qu'il vend, qu'il nous vend. Si la réalité vient contredire le mythe, il l'ignore ou parle de fake news. Dans sa première année de présidence, il a tenu près de 2000 propos mensongers ou trompeurs, soit plus de 5 par jour. Cela suscite une forme d'hypnose chez les personnes qui gèrent les mêmes souffrances que lui. On ne fait plus la différence entre le mythe et la réalité. Nous avons vu que le grand-père de Trump avait tiré profit de la ruée vers l'or du Klondike pour s'enrichir sur le dos des aventuriers. Donald Trump va faire de même en investissant dans les casinos d'Atlantic City dans le New Jersey, tout près de New York. En 1982, il achète un premier terrain, obtient une licence, ce sera le Trump Plaza. Mais Trump n'assume presque aucun risque financier. Ses partenaires investissent sur les seules promesses de son nom. Il construit un second casino, puis un troisième, le Taj Mahal, un vrai coup de poker, que Trump présentera comme la 8e merveille du monde. Le complexe devait inclure 1200 chambres, plus de 11 000 mètres carrés de casino et près de 6 000 employés. Trump est le roi de l'illusion. Il parvient à convaincre une banque d'investissement, Merrill Lynch pour ceux qui connaissent, d'émettre pour 675 millions de dollars d'obligations pourries, ce qu'on appelle des junk bonds. Et là, il faudra qu'il paye 14% d'intérêt à ces personnes, les aventuriers de la finance cette fois. L'opération va donc lui coûter 100 millions d'intérêts chaque année. Côté recettes, il faut que ça rentre. Il lui faut des masses de joueurs, pour la plupart de petites gens qui viennent par bus entier et vivre un bref frisson de richesse. Des combats de boxe sont organisés dans ces casinos, avec Mike Tyson en 1988. Je crois qu'ils ont même organisé un championnat du monde. Michael Jackson est invité à l'inauguration du Taj Mahal en avril 1990. C'est la contrepartie du rêve américain, version Trump. Mais le problème, c'est la dette. Pour s'en sortir, il faudrait générer 1,3 million de recettes par jour. Aucun casino au monde ne génère autant d'argent. Un analyste du Wall Street Journal parle du Taj Mahal comme d'un château de cartes. Trump le fait licencier. En fait, son empire est au bord de la faillite. Ses dettes sont estimées à 3,2 milliards de dollars. Pour ne pas tout perdre, les actionnaires du Taj Mahal acceptent une faillite négociée. Le casino poursuit ses activités, mais les entreprises ayant construit le Taj ne seront pas payées. Trump s'en sort alors en vendant son nom. Il crée une société, la DJT pour Donald John Trump, à laquelle il vend tous ses casinos, c'est-à-dire toutes ses dettes. Ses actionnaires vont perdre 1,5 milliard de dollars en 10 ans, tout en lui versant un salaire de PDG. Le Trump Plaza fermera ses portes en 2014 et le Taj Mahal suivra en 2016. Les retraites de milliers d'employés ne seront jamais payées. Qu'est-ce que cette aventure nous apprend du point de vue de la conscience? D'abord que la fuite en avant de Trump est dictée par ses terreurs d'enfant. Il rejoue son histoire, celle de sa famille, compulsivement. Il l'a fait comme son père l'a fait avec lui. Trump exploite la détresse de ses contemporains sans aucun état d'âme. Il leur vend un rêve auquel il a lui-même dû croire. Il n'éprouve aucune honte à le faire, et c'est bien là la marque de sa dissociation. Il n'a plus de sensibilité. Ce qui lui importe, c'est de sauver sa peau. Il est donc en mode survie, comme dans l'enfance. Le sens de ces entreprises, c'est de recréer l'insécurité qui a marqué ses jeunes années, pour lui, mais aussi pour les autres, auxquels il inflige le même traitement par l'intermédiaire du mécanisme du rejouement. Au terme de cette présentation, on peut se demander pourquoi cet homme est à la tête de la première puissance mondiale. Va-t-il remettre en scène cette problématique en politique? Cela se voit déjà. Mais plutôt que de prendre peur, essayons de tirer un enseignement pour nous-mêmes. Trump est un exemple extrême, évidemment.
une caricature qui peut nous enseigner. C'est un monstre dans le sens où l'on montre quelque chose. Le premier enseignement, justement, me semble-t-il, c'est que, comme Trump, nous sommes très largement déterminés par nos empreintes. Le rapport à la mère d'abord, puis au père. Ce n'est pas une fatalité, mais une question de conscience. À travers ces empreintes, nous manifestons le passé non résolu de nos lignées, de notre famille. Ces empreintes se traduisent par des schémas de survie auxquels nous sommes identifiés, même s'ils ne reflètent pas notre vraie nature. On pense quand même que c'est nous. La violence du père est portée à l'extrême par Donald Trump, le fameux « tuer pour ne pas être tué ». Mais la violence moins visible du rejet maternel est tout aussi fondamentale dans le sentiment d'insécurité vécu par Trump. Chacun d'entre nous peut se demander quelles formes ont pris ces violences dans l'enfance et les schémas de comportement qui en ont résulté. À cela, j'ajouterais que nous sommes guidés par nos rejouements. Nous sommes des êtres conscients. Donc ces mises en scène récurrentes que nous nous donnons de vivre au quotidien et qui nous font parfois penser à une fatalité, peuvent nous enseigner. Les rejouements de Trump menacent le monde, mais les nôtres mettent en péril nos relations avec nos proches, avec nos enfants. Si nous acceptons d'interroger ces rejouements sans culpabiliser, ils peuvent nous guider vers une prise de conscience, puis une autre, puis une troisième. Ils peuvent nous permettre de cheminer vers la résolution, c'est une révolution, mais c'est une résolution de ce passé familial et personnel, comme le petit Pousset qui retrouvait le chemin de sa maison en semant des cailloux. Enfin, et je m'arrêterai là, tout cela nous montre un processus à l'œuvre collectivement. Nous pouvons tous retrouver la jouissance de notre conscience réflexive et nous libérer de nos conditionnements. C'est une dimension propre à l'humain. Cela nous demande d'ouvrir les yeux, d'accueillir des souffrances, des émotions, de les mettre en lien avec les circonstances qui les ont occasionnées, souvent dans l'enfance. Et c'est bien sûr ce que je nous souhaite à tous. Merci.